Mesdames, messieurs, bonjour, bienvenue dans Zigzag Café. Je vous le rappelle, un Zigzag Café qui a envie de vous emmener très loin cette semaine dans le Grand Nord, dans un Grand Nord parcouru de manière sportive. On va y revenir dans un instant, mais aujourd'hui, départ pour les antipodes au fond. On va se rendre un court instant à Madagascar parce que Madagascar a été longuement et bellement évoqué par un de nos invités. C'était en 1998, Alex. Et puis, il y a des jours comme ça, il y a des jours où il faut rendre hommage. Oui, cet invité, c'était Herman Petigna, vous vous en souvenez, l'homme qui avait des cactus, des arbres partout dans son arboretum dans le sud de Madagascar. Un homme tout à fait étonnant qui allait avoir 77 ans et qui est mort l'autre jour à Madagascar. Nous l'avons appris hier soir seulement. Herman Petigna, c'est un garçon qui était un rétif à tout et au pouvoir, à l'armée. Donc il avait quitté la Suisse, il était parti d'abord pour la France, puis pour Madagascar où il avait rejoint un petit peu ceux qui luttaient pour l'indépendance. Alors évidemment, l'armée française l'avait mis dehors. Il était revenu après l'indépendance, mais ceux qui étaient ses amis rebelles étaient devenus un peu des potentats. Il avait été déçu par eux, mais pas par Madagascar. Alors il était entré dans la forêt, il avait commencé à découvrir les plantes, les animaux, et il était devenu un fantastique scientifique autodidacte, au point d'ouvrir un arboretum dans lequel tous les scientifiques aujourd'hui vont retrouver des plantes, vont travailler sur ces plantes. Et votre pari à vous, c'était de dire, parce que Herman Petigna disait, moi, retourner en Suisse, jamais, non, jamais. Pire que ça. Je lui avais demandé, parce que je l'avais rencontré quelques mois plus tôt, et je lui ai dit, à quand en Suisse? Il m'a dit, pas question, les chauffages sont pas ici, ils sont là-bas, hein, en parlant de la Suisse. Et enfin, on l'avait quand même convaincu, et il était venu sur ce plateau pour nous parler et de Madagascar et un peu de lui aussi. Alors, musique s'il vous plaît, et accueil pour Herman Petigna, qui malgré tout a accepté de venir une semaine en Suisse, on l'applaudit. Voilà. C'est vrai que vous n'aviez plus tellement envie de revenir, hein? Mais non, c'est Alex, camarade syndiqué là, qui m'a forcé la main. Ça, c'est un baobab, une espèce qui se trouve dans la région de Tuléar. Il y a deux espèces ici, celle-là, Dansonia funi, et l'autre, Dansonia za. Alors, ce sont des arbres qui sont très vieux. Celui-là, ça a été testé il y a 3 ou 4 ans par des botanistes allemands. Ils l'estimaient à 350 ans à l'époque. Donc cet arbre-là, il doit avoir 355 ans à peu près. Alors les autres, les gros que vous avez vus sur des images, etc., ceux-là, ça peut monter, paraît-il, jusqu'à 4000 ans. Je me suis aperçu, au bout de plusieurs années, qu'il y avait dans les buissons là, un énorme pachypodium dans un terrain qui ne m'appartenait pas. Et au bout d'un certain temps, les anciens propriétaires du terrain sont venus me proposer leur terrain à vendre, 10 hectares environ. Et comme je n'avais pas pu auparavant transplanter cet arbre-là, parce que c'est très dangereux, il sèche, il aurait crevé, j'ai acheté donc le terrain. Comme ça, il est chez moi. Donc 10 hectares pour un arbre. 10 hectares pour un arbre, mais je pense que le prix du terrain ne vaut pas le prix de l'arbre. Je crois qu'on peut l'applaudir parce que il va nous rester un peu d'abord parce que c'était un homme magnifique, et puis il va nous rester aussi parce que c'était l'homme qui était capable d'acheter un terrain immense pour un arbre parce qu'il considérait que cet arbre était tout à fait précieux. Je suis sûr que les gens qui sont amoureux de la nature et qui sont nombreux dans ce plateau, sur ce plateau, vont parfaitement comprendre les propos que nous laisse Herman, qu'on aimait beaucoup. Éric Nicolier, bienvenue. On rappelle qu'on fait la semaine avec vous. Il a changé de look, vous avez vu. C'est pas le même. Depuis qu'il est venu du Grand Nord, il s'est coupé les cheveux. Je lui ai dit bonjour monsieur, ce matin, je suis pas revenu. Alors avec nous, pour parler de cette fameuse course, pour parler de l'Alaska, pour parler de chiens, Pascal Nicou, bienvenue. Vous avez fait combien d'hivers en Alaska? 6 hivers.
6 Pour hivers. préparer l'Alpirode, l'Iditarode et la Yukon Quest. Voilà. Christian Nicou, vous avez beaucoup couru avec des chiens, des traîneaux en Europe. Oui, j'ai fait 20 ans de compétition en Europe, championnat du monde, Alpirode, championnat d'Europe en sprint et en moyenne distance. Voilà, Rebecca Nicolier-Chandler qui est avec nous, bienvenue, on est heureux de vous avoir sur ce plateau. Et puis Pierre-Antoine Héritier, vous rappelez les titres que vous avez eus, les distinctions lors des courses de chiens, ça rend tout de suite à l'aise, ça, voyez-vous. Oui, quelques titres de champion suisse, un titre de 3e championnat d'Europe. Ouais. Le dernier, c'était pas un titre, c'est une 6e place au championnat du monde, quoi. Et puis quelques distinctions comme vigneron, mais ça, il le dit moins. C'est pas le sujet du jour. C'est pas le sujet du jour, on vous fera revenir. Là. Voilà, très bonne idée. Bon, il y a, naturellement, si on parle de chien, il faut qu'il y ait un chien. Il y a un chien qui est là, tout près de notre sapin de Noël, là, pour quelque sorte. Vous nous le présentez? Oui, c'est Fancy, c'est une chienne que j'avais ramenée d'Alaska de près de Fairbanks en 91. C'est un husky, donc? Non, c'est un Alaskan. Ah, ça y est, je me suis déjà trompé. Alors, c'est en fait des chiens qui ont été élevés pas en fonction de d'un critère esthétique, mais uniquement en fonction de leur capacité mentale et physique à courir, d'endurance. Et c'est des chiens généralement qui ont un niveau supérieur, disons, à la moyenne des chiens traîneaux de race qu'on connaît. D'accord, c'est une chienne de quel âge? Elle a 12 ans. Elle a 12 ans. Ouais. Je l'ai ramenée en même temps qu'un chien qui a 10 ans maintenant, Ouais. donc en 91. Et j'ai fait avec des championnats du monde, des championnats d'Europe aussi bien en sprint qu'en moyenne distance, et les Alpirodes. Ouais. Alors, dites-nous, j'ai vu qu'il y avait aussi d'autres mushers qui sont là. On rappelle ce que c'est comme musher? Musher, Ouais. le conducteur de l'attelage. Et le handler? Tout simplement. Le handler, c'est le palefrenier, on dira, pour illustrer le truc. Vous avez été handler à une époque en Alaska. Handler, on s'occupe de combien de chiens à la fois? On nourrit tout l'attelage, tout le chenil d'un grand musher en Alaska. Alors, un grand musher, il a combien de chiens? Ça peut aller de 80 à 150 chiens en Alaska. D'accord. Et on ramasse les crottes, et on nourrit les chiens. On ramasse les crottes, on nourrit les chiens, Ouais. on les prépare, on leur met ses chaussons aux pattes, on les prépare pour les mettre dans l'attelage prêt à courir. Alors vous faisiez ça de manière bénévole, c'était la passion. Hein. Puis de temps en temps, le musher disait, mais tu pourras entraîner mes chiens. Ouais, ça dépend quel musher. Il y a des mushers qui nous font plus confiance que d'autres. Allez, je vous propose, Alex, que vous nous emmeniez. D'abord, on va planter le décor. Hein. Fairbanks, l'Alaska, ça mérite quand même le détour. Enfin, il y a ceux qui aiment ça, manifestement, J'en suis, Alex. j'en suis. Oui. Vous n'êtes pas le seul aujourd'hui. Oui. Vous vous rappelez d'ailleurs que j'y étais allé pour aller attendre Serge Rotlick. Bien sûr, Serge Rotlick, qui d'ailleurs parraine notre invité. Mais qui lui est parti autour du monde. Enfin, du côté du Maroc, d'ailleurs, on va essayer d'avoir une communication avec lui demain pour savoir où il en est exactement. Voilà donc Fairbanks, découverte. As you're driving down the freeway or penned in a traffic jam, has your mind's eye ever traveled to a wild, freer land? Daydreaming, climbing mountains or drifting down the Yukon, gazing out the office window or in the factory's hum. If these things your heart has pondered, then my friend you'll understand why dog mushers love to travel across Alaska's frozen land. Along the Iditarod Trail, along the Iditarod Trail, in a spirit old as human history that knows no nation's bounds. Voilà, on a vu tout à l'heure, c'était ces grandes distances de Zurich. Hein, c'était en miles, hein, 6500, oui. Oui, ça fait un peu plus de 10 000 km. Quoi. Ouais. Bon, peut-être, Pascal, vous qui avez passé 6 hivers là-bas, peut-être pas à Fairbanks, mais de manière générale en Alaska, qu'est-ce qui vous a frappé, vous? Ce qui m'a frappé, la facilité pour entraîner les chiens. Les espaces. Les espaces, c'est ça. Il faut dire qu'en Europe, on a énormément de difficultés à trouver des parcours pour s'entraîner, tandis que là-bas, je partais de chez moi, j'avais une route à traverser et j'arrivais au pôle Nord. Alors, vraiment, c'est le paradis du musher, c'est vrai. En plus, dans la région où j'étais, du côté de Chinout Spring Road, c'est là où
où tous les mushers se réunissent vraiment pour entraîner. Il y a des bonnes pistes. J'entraînais sur la piste de la Quest du reste. Eric, vous vouliez dire quelque chose? Ce que je voulais dire, c'est que l'Alaska, c'est plus ou moins la mecque du chien de traîneau. C'est en Alaska, le Yukon aussi, qui est bien la place du chien de traîneau, quoi. C'est dans les autres places, Europe, Canada, par exemple, le Québec, c'est carrément réservé au motoneige, quoi. Tandis que l'Alaska, vraiment, on a un truc qui est uniquement chien de traîneau, parce qu'en fait, c'est le sport national de cet État. C'est un État qui est carrément détaché des États-Unis, et il n'y a pas d'équipe de football américain, il n'y a pas d'équipe de hockey, c'est pratiquement le... Baseball. Il y a une équipe de baseball, mais c'est pratiquement le sport de l'État, quoi. Et puis le chien a servi il y a 100 ans, un peu plus de 100 ans, pour le Gold Rush, pour la ruée vers l'or. On connaît les photos des hommes qui vont à pied et qui montent la montagne enneigée, mais pour tirer, à cette époque-là déjà, et bien avant, les Indiens, les natifs, utilisaient le chien. Alors il y a des dizaines et des centaines de chiens en Alaska. Des dizaines de milliers de chiens. Des dizaines de milliers de chiens. Mais c'est vrai ce que disait Alex, c'est juste le chien jusqu'au début du siècle passé, puisque maintenant on est en 2000, mais jusqu'au début des années 1900, c'était surtout un moyen de transport. Pendant qu'on a retrouvé des traces 4000 ans en arrière, on utilisait déjà les chiens de traîneau, les grandes migrations d'Asie, etc., quand le détroit de Bering était encore soudé entre la Sibérie et les États-Unis. Mais le sport, c'est quand même un phénomène assez récent. C'était juste après la ruée vers l'or, justement, ils avaient des chiens là-bas, et puis ils se sont dit, bah tiens, on va les atteler, il y avait de l'or, donc il y avait des prix, et c'était le première course du côté de Nome. Alors, juste pour un certain nombre d'âmes sensibles, quand même, les chiens, il y en a des centaines, il y en a des milliers, vous dites, comment est-ce qu'ils sont traités de manière ordinaire en Alaska? Il a un sourire, là. Comment vous traitez vos chiens, vous, là? Je les traite le mieux que je peux, parce que je pense que le mieux la façon dont on traite le chien le mieux, le meilleur, ils vont courir et ils vont se donner de la peine. Parce qu'il peut décider de ne pas courir, il peut décider de ne pas se donner. Je dirais, en Alaska, il y a des chiens qui se donnent pas, mais la plupart des chiens qui sélectionnent en Alaska, c'est des chiens qui sont passablement durs dans la tête. Oui. Ça va vous plaire, ça. Un peu. La différence tout de même, c'est qu'à la différence d'un cavalier, il n'y a pas de fouet, il n'y a pas de badine, il n'y a rien, il n'y a que la voix. Et on ne force pas un chien. Sûr. Sinon, on casse tout, surtout dans les grandes courses. Alors, dites-moi, on quitte un petit instant l'Alaska pour revenir chez nous. On pratique beaucoup ce genre de sport en Europe et pas en particulier en Suisse? En Suisse, disons qu'il y a actuellement, comme économiquement, il y a des problèmes financiers en Suisse, il y a beaucoup moins de courses qu'à un certain moment. En Suisse romande, on a été lésé par les courses de Saint-Cergue, par exemple, et Sainte-Croix. Il n'y a plus que Seine-Léger dans le Jura qui est comme belle course qui reste. Autrement, on a des courses beaucoup plus petites de sprint. Mais les courses de moyenne distance et de longue distance ont quasiment été supprimées. On va regarder des images. Oui, en janvier, il y avait les uns. Évidemment, vous allez voir des attelages beaucoup moins nombreux parce que les chiens, ça coûte plus cher. Et donc, des attelages de 14 ou de 16 chiens comme dans la Idita Road, pas question, ça devient très très rare. Mais le principe est le même. Simplement, c'est sûr qu'avec ce qu'on voit là, ça c'était donc à l'Aisin il y a un mois et demi, c'est clair que c'est un bon entraînement de début, mais qu'au bout du compte, si on veut vraiment s'entraîner pour la Quest, il faut aller en Alaska. Quand vous dites des courses de sprint, ça veut dire sur quelle distance? Normalement, une course de sprint, même maintenant, par exemple, l'Alpine Trail, qui est censé être une course de moyenne distance, c'est une course de sprint répétée sur plusieurs jours. Parce qu'une course de sprint en Alaska, c'est 40 miles, 40-50 miles. Et ici, ils font des courses de sprint de 12 à 20 km. Alors qu'à l'époque, on avait quand même des courses plus longues, dont par exemple Saint-Cergue, Sainte-Croix. Pierre-Antoine, vous faites aussi des courses de sprint? Oui, on va le voir là dans un instant d'ailleurs. Je fais un peu tout. Je baigne dans tout ce qui est chien. Regardez, l'homme qui va sauter maintenant, après, parce que bon, c'est pas tellement réglementaire, ça c'est après la course, mais c'est lui. Ce qui permet d'ailleurs de parler du traîneau. Il faut quand même des traîneaux très solides. Qu'est-ce qu'ils doivent être extrêmement rigides ou au contraire extrêmement souples?
Ça change sur les types de courses comme la Quest, il faut un traîneau solide qui puisse embarquer du matériel. Et puis sur une course de sprint, c'est 15 km, il faut aller le plus vite possible. Il faut le matériel le plus léger possible et le plus solide. Donc ça fait des traîneaux, genre maintenant, c'est de l'aluminium, du Kevlar, très développé comme matériel. Et puis, bon, celui qu'on a sur le plateau là, Pascal, vous faites pas la course avec celui-là. Non, je sais pas si je me risquerais à prendre le départ avec un traîneau pareil. Ça peut faire un bon traîneau d'entraînement. Oui, parce qu'on charge les traîneaux avec un certain poids. C'est ce qu'on appelle un toboggan. Vous avez vu cette plaque dessous. Donc, Eric, de toute façon, il est conforme à la réalité par ailleurs. C'est à peu près ce que vous avez emmené en course. On y reviendra tout à l'heure, mais c'est juste pour donner une idée. Mais pas le toboggan. Le toboggan, il permet éventuellement de partir dans la poudreuse. Alors qu'en réalité, une course comme la Quest, s'il n'y a pas un motoneige qui ouvre d'abord, ça passe pas. C'est pas possible. C'est en cela que c'est un sport et non pas un déplacement. D'accord. Mais on parlait de la Quest, et puis finalement la Quest c'est aussi la nuit, donc autre entraînement involontaire, les Indes, toujours en janvier. Le chien qui est sur le plateau, il adore ça. Oui. Chaque fois qu'il entend aboyer dans le film, il réagit. Alors là on est à l'ESA, les tipis ne sont donc pas esquimaux. Revoici notre vigneron musher. Et il y a quand même un personnage dont il faut parler, c'est Charlie. Il est au départ de toutes les courses, c'est lui qui fait le 5-4-3-2-1. Ensuite je vous laisserai commenter. Voilà. Là, on va voir une image du départ suivant, juste après la petite fille qui est sans doute une future musherine. Regardez, c'est pas le musher qui pousse, c'est les chiens qui veulent partir. En fait, ils adorent ça, quoi. Ouais, c'est des chiens, ils sont nés pour courir. Ils sont nés pour ça, quoi. En somme, un musher, c'est rien d'autre qu'un entraîneur. Ouais. C'est ça. Ouais. C'est ça, c'est un entraîneur qui participe à la compétition, mais c'est d'abord un entraîneur. C'est-à-dire c'est à lui de trouver les bons chiens et ensuite de trouver, à développer les qualités de chaque chien et la place de chaque chien dans l'attelage. On va voir qu'à l'arrivée, les chiens mangent, enfin c'est normal, mais enfin ils mangent beaucoup, c'est aussi ce qu'on voit dans la Quest. En fait, c'est le seul carburant. Oui, on dit que les trois grandes qualités d'un chien longue distance, c'est que le chien ait de l'appétit, qu'il boive, parce que le gros problème c'est la déshydratation, et bien sûr qu'il ait de bonnes jambes et de bonnes pattes, parce que c'est la partie la plus sollicitée de son corps. Alors juste une dernière question, puis on va quitter la Suisse. Lorsqu'on a quelques chiens, une dizaine de chiens, une quinzaine de chiens, ça aboie, ça prend de la place. Où est-ce qu'on trouve des endroits où résider avec ces chiens? Alors, moi, personnellement, j'ai eu près de 40 chiens à un moment. Ouais. J'étais au pied du Jura. Auprès des voisins, là, quand même. Justement, j'avais une maison isolée, ce qui était préférable. J'ai eu aucun problème, donc les gens acceptaient. Donc, je crois qu'il faut aussi prendre ses dispositions avant. Pas se dire, je suis au milieu d'un village, je prends le nombre de chiens. Il faut respecter aussi, il faut prendre conscience que ça peut être une nuisance pour les autres. Pierre-Antoine. Il n'y a pas de problème. Ouais, effectivement, ça peut être une nuisance. Puis les mushers doivent prendre conscience qu'ils embêtent leurs voisins, quoi. C'est clair et net pour continuer à faire ce sport. Il faut être clean et il faut respecter le voisinage, il faut respecter autrui, quoi. Sinon, c'est pas possible, quoi. C'est évident, quoi. Alex, si on retournait en Alaska. Oui, d'autant qu'en Alaska, le problème se pose moins. D'une part, il y a plus de place, il y a une plus grande tradition des chiens, puis généralement, le voisin a aussi les siens, donc il n'est pas dérangé, ou alors il est dérangé par les siens. Mais on va retrouver, et on va commencer peut-être par découvrir Rebecca, parce que c'est la grande silencieuse pour l'instant, pour raison de langue, mais ça ne nous empêchera pas de parler un peu tout à l'heure. Donc Rebecca, on a dit que quand elle a rencontré Eric, elle avait déjà des chiens, et elle continue. Quand elle va prendre le courrier à la poste, on va voir comment elle fait. Pas à la poste, à la boîte au bout du chemin. Oui, le chemin est assez long là. Millersville, ça s'appelle. Alors voilà le chenil, donc 19 chiens, on l'a dit.
Et puis, les activités de Rebecca, l'habitation, hein, le chalet, celui n'a pas été construit par Eric, il en a construit dans le voisinage, celui-ci est loué pour l'instant, c'est la seule habitation, vous verrez tout à l'heure qu'elle n'est pas très grande. Et puis, il y a des activités, alors c'est vrai que Rebecca attend un enfant qui s'appellera Isabelle, mais le travail que vous allez la voir faire maintenant n'a pas encore de rapport avec la layette d'Isabelle, c'est de la couture pour chiens, de la haute couture pour chiens, j'allais dire, et vous allez comprendre pourquoi, puisqu'en réalité, il faut, avant une course comme la Quest, avoir plusieurs centaines de ces booties, qui sont en fait des chaussons qu'on met aux chiens, et Eric nous expliquera tout à l'heure pourquoi, et évidemment, ça a été l'un des travaux principaux de Rebecca. Et puis, j'en profite pour vous montrer, vous avez vu le patriarche, et j'en profite pour vous montrer la taille de la maison, en bas une seule pièce, et en haut, est la chambre à coucher. Oui, on peut rappeler, Eric, que vous êtes menuisier, donc que vous avez aussi cette activité-là de construire des maisons. Ouais, je construis, je fais mon métier de menuisier plutôt l'été, et puis l'hiver, je passe plus de temps à entraîner les chiens. Bien sûr. Alex? Eh bien, écoutez, moi je vous propose qu'on retourne en ville, parce que là on est loin quand même de Fairbanks, on est à 30 km dans les montagnes, dans les collines. Et puis tous les jours, ou à peu près tous les jours, Rebecca retourne à Fairbanks. Pas à ski, avec la camionnette, avec les gros trous pour mettre les chiens. Et puis elle va travailler ici, regardez. On est au bord de Airport Way, la route de l'aéroport, et elle travaille dans une, j'allais dire une entreprise, non, dans un atelier de chiropratique. Et vous allez voir, c'est un autre personnage. Ce personnage que Rebecca, que j'ai accompagné là pendant la course et qui a conduit pendant près de 4000 km avec une partie des chiens récupérés derrière elle. La voilà presque en position de lotus, comme ça. Et elle aime ça, Rebecca. Est-ce que je peux vous demander, Rebecca, ce que vous aimez dans ce travail de massage? What I like the most about massage is people come and they're in pain, they don't feel good, they don't know what to do. Il y a donc des gens qui viennent là et qui se sentent pas bien. And we teach them drink water, stretch. Vous leur apprenez à respirer, à boire de l'eau, comme les chiens de course, quoi. We teach them how to feel better. Vous leur apprenez à se sentir mieux. Donc en fait, c'est plus un rapport de discussion que réellement un rapport simplement de massage. Yeah, the most important is what you teach them, I think. Bon, on vous regarde faire quand même parce que c'est lent, c'est beau, et c'est un peu la sérénité que retrouve Eric, lui, quand il est dans les grandes étendues, d'une autre manière. Voilà, ce travail de massage. Alors, il est temps peut-être que nous repartions près du chalet, du log cabin. On peut. Parce que pendant que Rebecca travaille, eh bien, monsieur s'entraîne. Monsieur va se promener avec ses chiens, 1, 2, 3 fois par jour. Et voilà à peu près à quoi ça ressemble, regardez. Alors vous observez les rapports de confiance des chiens. Hein. Essayez d'approcher des couteaux ou un sécateur d'un chien ici, vous verrez qu'il aura peur. Il a peur du métal généralement, il a peur de ces bruits-là. Là, les rapports sont des rapports de confiance permanente. Ça se voit d'ailleurs. Alors les chiens, à part ça, sont à la tâche toute la journée. Ils tournent en rond. Vous avez vu que la seule couleur à l'entrée de la niche, c'est celle de l'urine des chiens, puisqu'ils ne peuvent pas s'éloigner. Et là, vous voyez Eric en train de préparer l'attelage. Il le fait 2 à 3 fois par jour, puisque, en tout cas dans les mois qui précèdent la course, il faut impérativement aller faire des kilomètres et des kilomètres. Ce que souhaitent les chiens, sauf que quelques retraités comme celui que vous venez de voir, les autres n'ont qu'une hâte, c'est de partir s'entraîner. Ils vont faire combien, Eric, par jour? Chaque sortie, c'est une bonne dizaine de kilomètres quand même. Ouais, on augmente le nombre de kilomètres au fur et à mesure de la saison. Et plus on approche la course, plus on va faire des longues distances. Mais une longue distance, c'est combien de kilomètres à peu près?
Je dirais qu'un mois avant la course, il faut être capable de faire les mêmes distances qu'on va faire pendant la quest, c'est-à-dire 100 à 140 km par jour. Puis aussi quelque chose de très important, c'est de tester son matériel, surtout avant la course. Donc c'est ce qu'on appelle un camping trip. On part pour 200 miles ou 300 miles, où on fait une course comme ça, moyenne distance. Comme ça, on voit comment réagissent les chiens. C'est aussi le bon moyen de sélectionner les chiens dont on n'est pas sûr. Bon, on se disait hier, quand on a raconté votre parcours et votre adolescence, Eric, le bonheur que ça doit être, comme vous l'expliquiez à l'instant, hein, c'est-à-dire d'avoir devant soi autant de possibilités de faire courir ses chiens et d'être dans la nature. Ouais, ben, c'est clair que moi aussi je peux traverser la route et puis après il y a... Moi aussi, vous traversez la route et c'est le nord, quoi. Ouais. Pratiquement. Il n'y a plus rien. Hein. C'est incroyable. Je dirais que les plus beaux moments, c'est pour moi, c'est pas la compétition, c'est l'entraînement, c'est le fait de monter un attelage, de travailler. Des images splendides en tout cas. Alors, moi je vous propose aussi qu'on voit un petit peu les problèmes d'intendance. Parce qu'on l'a dit, Eric est parti d'ici avec pas beaucoup d'argent, il construit quelques log cabines, mais enfin c'est pas ça qui rend très riche. Il n'y a pas beaucoup d'argent dans la famille, il n'y a pas eu d'héritage comme ça. Donc il faut tenir et surtout il faut se débrouiller. Alors dans cette région, heureusement il y a des rivières, accessoirement il y a des ours, mais à cette saison ils sont en hibernation donc c'est moins grave. Si je parle des ours, c'est qu'ils ont la même passion que certains hommes, les poissons et en particulier les saumons. Et regardez, ça peut servir même avec des chiens. Voilà, ça c'est le plaisir des ours en été, c'est d'aller attraper les saumons. Là on l'a vu brièvement, mais enfin ils adorent ça. Hein. Et puis alors, il se trouve que les hommes pêchent aussi ces saumons, qu'ils les pêchent pour les œufs, cette variété-là. Donc ensuite, ils ouvrent le ventre et puis ils jettent le saumon. Enfin, ils ne le jettent pas complètement, puisque c'est Eric qui récupère. Et voilà les saumons vidés qui vont servir à peu près gratuitement, même complètement gratuitement, à la nourriture des chiens. Pas pendant la course, parce que ça serait un petit peu difficile de pêcher le saumon, mais en tout cas pendant les préparatifs. Regardez des saumons qui feraient notre plaisir à nous, et bien là-bas c'est res nullus, pas de valeur. Là, de nouveau, notre invité est très très intéressé par les saumons. Il a trouvé ça très très bien. Je dirais que la nourriture, c'est parce que vous êtes contraint, là, vous dites c'est plutôt des saumons, ou bien ça a un avantage énergétique Le saumon est une très bonne nourriture, c'est gras, c'est un apport de protéines. Bon, c'est vrai que quand on a un petit budget, le saumon, c'est intéressant. Voilà. Si on a un plus grand chenil et un peu plus de moyens, on donne une très grande variété de viande, du cheval, du bœuf, du castor, du mouton, mouton gras, mouton, etc. Est-ce que lorsqu'on a eu que des chiens ont été nourris qu'au saumon, il y a une différence dans la performance? Non, le saumon c'est bien, on peut le nourrir aussi sur la piste en tant que snack, ça a beaucoup d'eau, donc on peut conserver les chiens bien hydratés. Ouais. Mais au chenil, je nourris, la plupart du temps, je nourris, pour 20 chiens, je nourris 6 saumons ou une dizaine de saumons je rajoute des croquettes ou bien de la viande. J'essaie de varier les menus pour mes chiens. Pour vous, Pierre-Antoine, on nourrit un chien comment? C'est des croquettes, c'est une nourriture très équilibrée, Ouais, les croquettes, c'est une des nourritures les plus équilibrées. On ne travaille pas la même chose ici que là-bas, parce qu'ici, on a des températures qui ne justifient pas l'apport énorme de protéines et de graisses, quoi. Et on n'a pas besoin de tout cet apport un chien ne mange pas autant de calories ici en Suisse à 0 degré qu'un chien qui court la quest à moins 40, quoi. Vous m'avez raconté tout à l'heure une histoire qui m'a beaucoup plu. C'est l'histoire d'un mocheur qui est là avec ses chiens, et puis il y a un public qui regarde, c'est en Suisse, et le public se dit mais enfin c'est incroyable, il laisse ses chiens au soleil. Racontez la suite là. C'était une fois, on était invité par le directeur d'un magasin pour fêter le premier anniversaire de l'ouverture du magasin. C'était un pet shop de la région. Et on était invité avec des chiens nordiques, quoi. Et malheureusement, c'était en été. Et arrivé là-bas, on a exposé nos chiens et tout ça, ce qui était prévu, quoi. Et tout de suite, des
des personnes qui venaient, des clients, quoi, se sont plaints que les chiens n'avaient pas d'eau et qu'ils étaient en plein soleil et ils n'avaient pas l'air bien. Et bon, alors on a tout de suite fait le nécessaire, on leur a donné de l'eau, on leur a mis un parasol chacun qu'on a emprunté au bistrot à côté. Et juste après qu'on leur ait mis le parasol, tous les chiens se sont couchés au soleil à côté de l'ombre. Ça fait que les gens ne comprenaient pas très bien que ces chiens nordiques qui sont habitués à l'hiver se couchent au soleil. Mais en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que même dans le Grand Nord, on a des étés très chauds avec des moustiques, des durées de jour bien plus longues qu'en Europe. Ça fait qu'ils souffrent autant de la chaleur là-bas qu'ici. Et c'est des chiens qui s'adaptent en plus. Ils muent, ils perdent leur poil. Et puis ils ont un plage qu'on dit... il emmagasine la chaleur et il tient aussi froid, quoi. Oui, je vous en prie. Il vient de dire quelque chose pour les chiens qui s'adaptent bien à la chaleur. Moi, pendant la Yukon Quest, j'ai transporté de la paille. Puis quand la paille elle est compressée, ça pèse quand même pas mal si on prend une demi-botte de paille. Et j'ai transporté pendant 80 km ou 100 km parce qu'entre les points de contrôle, des fois on est obligé de s'arrêter pour bivouaquer. Et puis si on prend de la paille, normalement les chiens ils récupèrent mieux parce qu'ils sont plus au chaud. Ouais. Et ben justement, on a transporté cette paille et ces kilos de paille pendant 80 km et je la mets le long des chiens et il y a des chiens qui la poussent et qui dorment sur la neige, ils veulent pas dormir sur la paille. Bon, il faut quand même les protéger un peu avec des boots. Hein. Oui, les booties. Alors, oui, je crois que c'est les deux surprises parce que ici, moi, j'ai vu quelques courses de traîneaux, mais il y a au moins deux objets que je n'ai pratiquement jamais vus. C'est les booties, d'une part, et puis un autre objet dont on va parler discrètement tout à l'heure. Mais commençons peut-être par les booties. C'est des chaussons qu'on utilise pour mettre sur les pattes des chiens. Dès qu'il commence à faire très froid, à partir de moins 30 ou moins 40 degrés Celsius, les chiens peuvent se casser des griffes tellement c'est froid, ou bien si ce n'est juste que leur protéger les coussinets sur la glace, parce que la glace elle peut être très tranchante. Vous avez emporté combien de ces booties pour la course? Si j'aurais bien fait mes envois de ravitaillement, je les aurais mis tout au long du parcours, et puis il m'en aurait fallu à peu près 1000. Mais parce que c'est sûr, chaque fois vous devez... Ouais, ce qu'il y a, c'est qu'on peut aussi les utiliser. Par exemple, il y avait un musher qui faisait vraiment la course avec pas beaucoup d'argent. Alors lui, il en avait peut-être 60 ou 70 et il les séchait à chaque point de contrôle. Alors il les prenait, il les mettait à chaque fois au haut du fourneau, il les séchait, il allait dormir et il les reprenait après. Puis un autre objet, alors celui-ci, je vous le laisse découvrir. Faut pas trop en parler, en particulier quand on passe la frontière canadienne, mais regardez tout de même. Pas vraiment discret. Hein. Oui. C'est un pistolet pour se défendre contre les attaques des élans. Il faut qu'on leur montre qu'on n'est pas tellement d'accord qu'elles nous tuent des chiens, parce que une attaque d'élan dans un attelage de chiens, on arrive souvent à quelques chiens blessés et quelques chiens morts si on n'a pas une arme pour se défendre. Alors voilà, c'est l'élan, ça ou pas, non? C'est un caribou. C'est un caribou, ça, il me semble bien. Hein. L'élan est encore plus grand. Ouais. C'est gros comme un cheval, gros comme une vache. Et ça charge les attelages. Pourquoi est-ce que ça charge un attelage? C'est souvent si on se trouve entre le bébé et la mère. Je me suis d'ailleurs fait charger par un élan quand j'entraînais mes chiens avec un quad pendant l'automne. J'ai eu la chance que mon chien de tête était assez malin, il a tiré tous les chiens à la gauche et l'élan il a un peu glissé le long de l'attelage, il s'est pas emmêlé dans les lignes, puis il est reparti dans la forêt. C'est ça le danger, c'est que les élans se prennent les pattes dans les traits des chiens et puis ils piétinent, c'est leur manière de se défendre, ils piétinent. Ils arrivent à relever très haut, puis ce sont des animaux faits pour se déplacer dans la neige, dans la haute neige, et c'est une des raisons pour lesquelles on les croise, c'est qu'ils utilisent les pistes justement que nous utilisons, puisque la neige est damée, pour eux c'est bien plus facile de se déplacer. Mais heureusement la région de Fairbanks, on n'en a pas trop par rapport à la région de Big Lake, Wasilla et Knik, là c'est l'enfer. Hein. C'est le danger le plus grand du monde animal. Oui. Et c'est un animal têtu et teigneux qui peut charger l'homme également. Ouais. Alors souvent on peut tirer des coups en l'air, c'est dissuasif déjà, mais... Effectivement, quand il y a un petit, comme tu dis, alors là, la mère fera n'importe quoi pour défendre son petit, et puis elle n'hésitera pas à piétiner l'attelage. Oui, alors que les loups, d'ailleurs, il n'y en a pas beaucoup dans ces régions, mais de toute façon, le loup fuit.
Il faut vraiment qu'il soit coincé quelque part. Puis quant à l'ours, sauf l'ours blanc, ben le marron, le grizzly, il dort en hiver. Donc, ça m'est arrivé de croiser un ours noir à l'entraînement en automne. Et mes chiens l'ont suivi, je ne savais plus quoi faire. J'ai dû rentrer dans la forêt, dans les arbres, parce que c'est là qu'on voit que les chiens ont une force énorme. Pourquoi est-ce qu'ils l'ont suivi? Ah bah ils l'ont chassé. Ils l'ont chassé. Et c'est là qu'on voit que quand la force du chien, c'est quand justement il y a quelque chose qui les attire. La force est décuplée et on n'a plus de contrôle du tout. Comment est-ce qu'on fait pour arrêter un attelage qui s'emballe comme ça alors? On saute comme on peut. Des fois, on est très faible là derrière. On est comme un drapeau. Hein, donc, l'encre à neige, si on a de la chance que ça accroche, on la plante dans un arbre, dans n'importe quoi. Ah, vous avez une encre à neige? Une encre, oui. Mais quelqu'un qui a bien illustré ça, il a dit maîtriser un attelage, c'est comme tenir un éléphant en laisse. Quoi. Il suffit que l'éléphant soit au clair avec ça, il croit qu'il est maîtrisé, puis tout se passe bien. Quoi. On va parler, puisque de base c'est la course, on va montrer les derniers moments des préparatifs, mais auparavant, je voudrais vous apporter quelques photos que j'ai discrètement prélevées dans la collection familiale, parce que tout de même, chacun va partir de son côté, ils vont se voir aux étapes, mais Rebecca va faire quoi, 4000 km au volant, lui on va en faire 1600, 1700 derrière son traîneau. Alors, je voudrais tout de même demander... on a vu que pendant l'été, ils ne faisaient pas construire des maisons. Donc, si ils ne faisaient pas construire des maisons. D'abord, ils ont fabriqué Isabelle, ce qui est tout à fait à leur honneur. Et puis, il y a eu donc ce mariage. Et moi, je voudrais savoir, hormis le fait qu'avant Isabelle, il y avait même déjà des chiens, je voudrais savoir ce qu'il a de spécial pour vous, Eric. What was special about Eric? Yeah. I think the thing that he's very inspirational. C'est quelqu'un qui réagit beaucoup à sa propre inspiration. Many, and he has dreams and he makes them happen. Il a des rêves et il les réalise. Many men say, "Oh, I always wanted to run the Yukon Quest," and then Eric's young and he makes it happen. And il y a beaucoup de gens qui disent je ferai la Yukon Quest et qui la font pas. Lui, il dit et il fait. He's very focused. Il suit sa ligne. Work on something and it'll be done. It'll happen. C'est sa plus grande vertu. This is what you like in Eric. Yeah, he believes in himself. C'est le fait qu'il croit en lui-même. Ben voilà. Donc, avec ça, quasiment prêt à partir, je vous propose tout de même qu'on voit la mise en forme, la veille au soir, où il va falloir charger le traîneau, parce qu'il y a des règles, il y a des choses qui doivent être dans le traîneau, sinon on peut peut-être dire, quand même, Alex, on l'a dit tout à l'heure, c'est un peu le sport national. Donc j'imagine que la veille de la course, c'est un moment très important, il doit y avoir un certain climat, non? Oui, pour le musher, vous dites. Oui, pour le musher. Oui, pour le musher, oui, bien sûr. On regarde si on a bien... On se prépare au lendemain. La course, le départ a lieu le matin, donc il faut qu'on soit prêt, qu'on arrive avec le traîneau chargé, on a un matériel obligatoire à voir, on regarde encore ses traits, est-ce que je pourrais pas encore améliorer quelque chose, est-ce que j'ai vraiment pas oublié quelque chose, on est un peu stressé, puis on essaie d'aller se coucher tôt pour dormir le plus vite possible. Comme ici, on a des grands alpinistes, on a reçu Jean Troyer, Art Loretan, André Georges. Est-ce que là-bas, il y a aussi les grands mocheurs, ceux qui ont déjà derrière eux une espèce de légende, et on se dit, ils vont être là demain, eux aussi? Oui, plus spécialement dans l'Elite Road, qui est l'autre grande course. Mais c'est vrai que de grands mocheurs sont révélés dans la Quest. La Quest, à vrai dire, c'est une course, effectivement, pour des gens qui ont des petits chenils, mais aussi pour des gens qui veulent faire l'Iditarod plus tard. Je pense que c'est aussi ton rêve. Ça, c'est encore un rêve. C'est une course encore plus intensive. Et puis, effectivement, on croise aussi des grands mocheurs. Eric. Pardon, Pierre-Antoine. Je crois que j'y arriverai, vous depuis le début, on parle du rêve d'Éric Nicolier. Moi, ce que j'ai... En réfléchissant, je dis que c'était pas un rêve, c'était un objectif finalement, puisque il a tout fait pour y aller, pour réussir cet objectif. Puis maintenant, est-ce que c'est un rêve, l'Iditarod? Non, c'est peut-être un objectif. Oui, bien sûr. Mais ce qu'on peut dire aussi, c'est, Eric, rappeler que lors de la course dont nous parlerons demain, vous êtes le plus jeune concurrent, c'est ça? Ouais, j'étais le plus jeune concurrent de la course de la Yukon Quest de l'an 2000, puis j'ai été le plus jeune concurrent européen à avoir participé à la Quest. À l'avoir terminé. À l'avoir terminé.
Alors oui, la veille au soir, dernier préparatif, on l'a dit, puisque le matin, il va falloir se lever tôt. Donc, dernier préparatif technique, sous la lumière un peu faible d'un flash. Mais regardez, il y a aussi la lune, c'est la première lune pour un premier jour. Et voici le matériel qui va devoir trouver place dans le traîneau. Il y a les traits, il y a les raquettes, bien sûr, il y a la hache, il y a le revolver qui est discrètement caché, il y a ce grand bac dans lequel on va faire mettre de l'eau chaude qu'on aura obtenu en faisant bouillir, en faisant fondre de la neige dans le fourneau qu'il faut aussi emporter. Et ben voilà le fourneau. Il a été récupéré à la décharge, on y met un peu de méta et puis voilà, on charge. Et ce traîneau, c'est un traîneau qui coûte assez cher tout de même, 2 à 3 000 francs suisses, plus la couverture, la bâche. C'est un gros investissement. Et vous voyez qu'Eric est totalement calme. C'est peut-être l'effet de la lune, mais il ne semble absolument pas stressé. Il faut reconnaître une chose, dans une course comme ça, il faut être de nature très calme. Et ça, je pense que c'est une force à Eric. Il sait rester calme dans toutes circonstances. Ça, c'est aussi un point qu'il faut garder dans son esprit. Ne panique jamais, j'ai l'impression. Jamais, alors courte nuit en préparation des courtes nuits qu'il va trouver sur le chemin, sur la quest, et dont on aura l'occasion de reparler longuement demain. Courte nuit, et puis au petit lever, on retrouve la maison pointue, Rebecca et les amis. Il est 6 heures du matin. I needed some lunch and a nap. L'ami venu de Suisse, Matthias Ritter, lui est déjà là. Il est allé chercher les premiers chiens. Il a remplacé d'une certaine manière, d'ailleurs, Matthias, il a remplacé Eric, puisque c'est lui qui, cet hiver, dormait dans une caravane, puisqu'il n'y avait pas beaucoup de place dans le chalet. Voici Rebecca qui vient prêter la main. Alors les chiens, vous allez voir, ils sentent que le départ n'est pas un départ d'entraînement. Ils sont à la fois plus nerveux, et puis surtout, ils entendent qu'il y a un tohu-bohu autour du chalet, puisque les voisins, avec les moyens du bord, viennent encourager Eric. Voilà, d'ailleurs, certains se chargeront de garder les chiens restants, ceux qui ne participent pas à la course, pendant l'absence de Rebecca et d'Eric. Et puis, Eric, lui, il dit très calmement que tout ça ne l'inquiète guère. Ça va, je suis pas trop inquiet, c'est juste la température qui me dérange pour mes chiens. J'ai beaucoup de chiens foncés, des chiens noirs. Il faudra que je m'arrête durant la piste, durant cet après-midi pour refroidir les chiens un peu en leur mettant un peu de neige sur leur grosse fourrure. Et il faut te dire compte de ça, il faut refroidir les chiens. Ouais, c'est quand même un comble par des moins 40 degrés. Ouais, au départ de la quest, il faisait assez chaud. C'est-à-dire quoi? Ça fait quoi? Moins 12 ouais, il faisait moins 10, moins 12, et puis au soleil, mais même s'il fait moins 30, c'est un grand soleil, il faut faire gaffe avec les chiens noirs. Ça fait que je m'arrêtais, je remettais un peu de neige sur la fourrure. Vous rappelez, juste peut-être vous nous rappelez le principe de la course. Hein. C'est 1600 km, on est seul avec son attelage, il y a des points de repère où il faut passer. Oui, il y a 7 points de contrôle. 7 points de contrôle. Là, on va trouver de la nourriture pour les chiens quand même. Parce voilà, qu'on part du matériel, voilà. Pour réparer le traîneau, des habits éventuellement pour changer, tout cela. Et puis, on va aussi retrouver peut-être les gens qui accompagnent, justement, le musher. C'est pas toujours bon d'avoir quelqu'un. D'avoir Rebecca au passage et on se dit. Parce qu'on est dans la course, on n'a peut-être pas trop envie d'en sortir. Et puis ça nous distrait un peu. Et puis c'est une perte de temps parce que le grand ennemi dans la compétition, c'est le temps. C'est ça, c'est 1600 km. C'est la différence avec une expédition, c'est qu'on a toujours le chronomètre qui tourne. Et puis il faut garder ça dans la tête. Et quelle est la principale difficulté de la course? Il va nous raconter la sienne demain, mais dites-nous, vous qui... On peut faire une petite comparaison entre la Quest et l'Iditarod, qui est la grande sœur. C'est que, d'abord, pour la Quest, c'est que ça se passe à une époque où il y a peu de lumière, peu de jour.
c'est une course qui est censée être froide. Bon, cette année, pas tellement, mais c'est là une course beaucoup plus froide que l'Iditarod. Et puis surtout, je dirais presque la monotonie du paysage. Parce que jusqu'à Circle, on est... ça va, on bouge un peu, on passe dans des collines, mais après, on est surtout sur le Yukon, quelques collines, et encore le Yukon, et encore des collines. Et quels sont les dangers que l'on court? C'est-à-dire problème avec les chiens, c'est-à-dire agression d'un animal, comme on l'évoquait tout à l'heure ou... Non, je crois qu'on est concentré sur les chiens, et puis le principal problème, c'est les chiens, à vrai dire. Il faut bien soigner ces chiens, c'est la clé du résultat. On n'est pas à l'abri d'un virus ou de quelque chose comme ça, ou d'une blessure. Mais la plupart du temps, quand les gens arrêtent, c'est justement parce qu'il y a un virus qui est là ou des chiens blessés. Mais on peut remplacer des chiens pendant la course? Non, c'est interdit. C'est interdit. Donc vous pourriez laisser un chien à Rebecca, par exemple, à un passage de contrôle en disant ce chien... oui, on a le droit de laisser 8 chiens pendant la course, des chiens qui deviennent trop maigres ou des chiens qui se cassent une épaule. Enfin, bien sûr. Mais ça veut dire que c'est autant de chiens qu'on a en moins, alors, si je comprends bien. Ouais. On peut faire la course, les 1600 km, avec combien de chiens au minimum? Officiellement, c'est 6. Hein. On doit finir la course avec 6 chiens. Avec 6. Mais bon, dans ce sens-là, vous savez, la course, une année, elle va de Whitehorse à Fairbanks, et l'année suivante, elle fait le contraire. Alors cette année, c'était plutôt plus favorable parce qu'on a les 14 chiens, on en parlera demain, mais on a les 14 chiens pour faire la partie plus vallonnée, plus montagneuse, et puis ensuite, au moment où en effet on passe la frontière, on va voyager essentiellement sur la rivière Yukon gelée, qui est plane par nature. Bon, bien sûr, il y a quelques embûches, mais du coup, le fait de se délester de chiens sera presque naturel. Et bon, quand on parlait du rôle du handler dont vous disiez que ça dérange un peu, oui, quand même, ça permet de récupérer les chiens, parce que quand ils sont fatigués ou malades, on ne les lâche pas dans la nature. Ouais. C'est l'interaction, non mais c'est vrai, c'est comme les journalistes qui suivent la course. Oui, merci. J'avais bien compris. Vous avez encore quelques images? Oui, bah, j'ai quelques images, parce que, et on a dit demain c'est la course. Hein. Demain, c'est toute la course, c'est 1660 km en une émission, mais là, quelques dizaines de minutes avant la course, c'est-à-dire quand cette nuit bleue qu'on voyait tout à l'heure est devenue ce matin blême, ben on retrouve Dave Olsen qui est un des bons de la course, un vétéran, un ancien. On retrouve Abby West qui elle qui va abandonner d'ailleurs pendant la course. On retrouve un certain Eric Nicolier qui lui n'abandonnera pas, on peut vous le dire dès maintenant. Voici les chiens d'Eric et regardez ce regard. Matinée de Michel Morgan et et voilà le travail. C'est vrai qu'à partir de là, les chiens ne vont plus quitter leur bouddhis, c'est absolument nécessaire. Donc c'est un travail de tous les instants, il faut pouvoir les changer. Puis il y a les vedettes. Alors il y a les vedettes qui arrivent avec leur truck. Une des vedettes, c'est Frank Turner qui a gagné l'année dernière. Oui, alors je crois, dit Frank Turner, que la course sera rapide cette année. Et Frank Turner, c'est l'un de ces grands mushers. Il est canadien, il est à Whitehorse. Et c'est l'un des grands mushers chez lesquels Eric a été dans un premier temps handler et ramasseur de crottes, puisqu'il le disait tout à l'heure. Alors il se retrouve à égalité quasiment au départ de la course. Départ qui va se faire non pas sur la place du village, mais qui va regardez, vous voyez qu'il fait pas froid, vous l'avez dit. Et départ qui va non pas se faire sur la place du village, mais sur la rivière China gelée, qui passe au milieu de Fairbanks. Et puis, voilà, c'est bien la preuve, c'est le sport populaire, les grands-pères amènent leurs enfants, mais disons que dans quelques minutes maintenant, la Quest aura cessé d'être un jeu d'enfant. Voilà, je crois qu'on va demain donc faire la course, si on ose dire, parce que c'est vraiment lui qui va la faire. Je suis un peu plus tranquille comme ça quand même. Et puis simplement vous dire que merci d'avoir participé. Il y avait des amis à vous qui étaient là. On va les retrouver peut-être demain encore pour parler du soutien qu'il y a dans une opération comme ça. C'est une bande de copains qui sont derrière Eric, ça ne fait pas tout seul. Et puis remercier aussi le groupe de gymnastique douce de Lausanne qui était là. Remercier tous ceux qui nous font toujours l'amitié de venir suivre l'émission. On vous rappelle que si vous avez envie d'être avec nous, si vous avez envie d'entendre parler d'histoire d'hommes ou d'histoire de chiens, le studio il est ouvert. Il suffit de nous appeler au 708 99 00 et puis on vous donnera toutes les indications lorsqu'il est possible de nous rejoindre. Merci à vous.